En fait, non, regardez. Alors, bonsoir à tous. On se retrouve pour une nouvelle édition du Salon. Et ce soir, on a l'immense privilège de recevoir Boléwa Sabourin, qui est à côté de moi. Bonsoir, Boléwa. Bonsoir. Alors, tu as sorti ce livre qui s'appelle La rage de vivre, qui est sorti en août dernier, c'est ça? Alors, alors, il est vraiment sorti en septembre, fin septembre. D'accord, autant pour moi. Non, y a pas de souci. Alors, tu as coécrit le livre avec Bala Fofana. Euh, à quel moment tu t'es dit que t'allais écrire un livre un peu autobiographique, entre guillemets? Au moment où, en fait, le sujet que je traitais et sur lequel je travaillais, que je lançais, qui était euh, utiliser la danse comme outil de résilience pour les femmes qui sont victimes principalement dans un premier temps du viol comme arme de guerre au Congo, et que du coup j'allais partir là-bas et que j'essayais de mobiliser des ressources financières, humaines, pour justement nous permettre d'être actifs là-bas, et que j'ai vu que c'était pas très bankable. Il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent financer des actions qui touchent le Congo. On va voir des fondations, elles disent non, nous c'est que des projets en France. Et du coup, je savais que ça allait être galère, mais c'est pas grave, on a l'habitude, on maîtrise la galère, c'est notre deuxième prénom, donc l'exigence de démontrer aussi entre guillemets la légitimité que j'avais à travailler là-dessus, sur ces questions, danse, psychothérapie, question des femmes, du Congo, était devenue hyper importante, et donc du coup l'écriture l'écriture d'un livre semblait la plus logique pour nous ouvrir des portes qui nous permettraient ensuite d'aller plus loin avec notre projet Recréation Bailoba. Ok. Alors du coup, ce livre il est sorti donc en fin septembre. Il y a eu le lancement il y a pas très longtemps. Comment il a été reçu? Alors déjà, ça a été vraiment magnifique. Bon, déjà, il faut revenir au début parce que ça a été 2 ans de dur labeur avec mon co-auteur Bala, qui lui commençait tout juste chez Libération. C'était le seul noir de la rédaction, donc il n'avait pas le droit à l'erreur. Et en plus, il devait travailler avec moi sur ses heures creuses, et plus toutes les autres actions que lui il mène dans l'associatif. Donc plus sa vie privée. Donc le gars était submergé. Moi, j'avais ce projet, mais c'est plus facile parce qu'après, c'était mon histoire et je l'avais déjà écrite dans un premier temps. Donc c'était plus facile pour moi parce que j'avais déjà fait un manuscrit, je savais où je voulais aller. Et du coup, quand le livre est sorti, on n'a pas compris en fait. On pensait qu'il allait y avoir 50 personnes. Et il y a 200 personnes qui sont venues, des gens qui étaient derrière, des gens même qui étaient prêts à nous insulter, des gens qui sont repartis. Non, franchement, c'était incroyable. Non, c'est vraiment incroyable. Nous-mêmes, on a été vraiment dépassés. Et il y avait des gens partout qui étaient là et qui venaient de toute mon histoire, en fait. Et du coup, tu penses que cette affluence, elle a été due à quoi? Je pense qu'elle a été due à plusieurs facteurs. Le premier, bon, faut dire que j'ai été un peu malin. J'ai placé ce lancement le jour de mon anniversaire. Archivé. Bah ouais, quand tu sors un livre sur ton histoire, la logique est que si ça tombe pas loin de ton anniversaire, place-le sur le jour de ton anniversaire. Hein, ça, tu vois, la boucle est bouclée. Donc c'est une deuxième naissance qui démarre. Tu vois, donc du coup il fallait le jour de mon anniversaire. Ensuite, Bala commence à avoir sa fanbase, comme on dit, parce qu'il écrit super bien, hein, et que ses articles sont suivis, et qu'il donne beaucoup de force aux gens des quartiers, aux Noirs, et à tous les milieux populaires. Donc forcément, quand
les gens voient coécrit avec Bala Fofana, forcément ça rameute, parce qu'il était aussi au Bondi Blog avant, qui était un peu son centre de formation. Il a été chez TF1 aussi, donc le gars, c'est pas n'importe qui, quoi, tu vois. Et puis à côté, bah il y avait deux femmes qui deviennent archi lourdes dans le game, comme on dit, Adiratou de l'Afro, journaliste, et Wafa, notre éditrice, qui elle est chef de projet chez Dean Records, journaliste à OKLM Radio, donc un milliard de casquettes, donc pareil, elle commence aussi à être assez reconnue, et donc le mélange de tout ça entre mes proches, quelques gens qui me suivent aussi, plus toutes ces personnes dont je t'ai cité, faisait que en fait on a été dépassé par l'événement et les gens. D'accord, très bien. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez réagir ou poser vos questions à notre invité qui se fera un plaisir d'y répondre du coup. Alors, du coup, dans le résumé de ton livre, tu te décris comme un artiviste. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, j'essaye de trouver le lien. Ah, voilà, il est là. Je le partage. Ouais, quand même. Comme ça, les gens vont pouvoir aussi... Ah, voilà, ça c'est fait. Ah, merci. On peut passer aux choses sérieuses maintenant. Allons-y. On s'en fiche de ça. Oui, alors, artiviste. Artiviste parce que, en fait, moi je suis né d'un père danseur, d'une mère son élève. J'ai toujours dansé. J'ai pas appris avec mes parents, mais j'ai appris avec les amis de mes parents. Et de l'autre côté, j'ai toujours été engagé. Je me suis très tôt, j'ai milité. Bon, pareil, je pense que j'ai été formé à la bonne école. Mon père était porte-parole Angoulême, Paris. Et une fois, ils ont fait une marche du côté d'Avignon. Il y avait 40 kilomètres. Et en 96, j'avais quoi? Je devais avoir 11 ans. Donc 11-12 ans. Et ils m'ont fait marcher comme ça. Donc, du coup, et quand je lui ai dit, il y a pas longtemps, je lui ai dit, mais tu te souviens pas quand même que tu me faisais marcher? Il me dit, tu vois, t'étais à bon entraînement. J'ai dit, ah ok, 40 kilomètres ou 40 degrés, normal. Ça, c'est l'entraînement. T'as les blédards. Il n'y a pas d'explication. Tu comprendras un jour, mon fils, si t'as compris. Ok, bon. Et donc j'ai toujours été engagé par lui, et puis après par moi-même avec mes potes, où on a lancé l'OBA en 2008, donc notre association, hein, qui veut dire parle, exprime-toi en lingala, une des langues du Congo. Et du coup, ouais, le militantisme associatif, comme on dit, il a toujours été, et on l'a expérimenté. Et puis après, j'ai été dans le milieu politique. Voilà, donc par mon parcours, en fait, j'ai toujours été engagé. Et du coup, quand j'ai fait le tour de ces deux univers-là, à un moment donné, qu'il me fallait me définir et me redéfinir, l'art et l'activisme mélangé entre les deux faisait artivisme, donc je suis pas allé très loin. Coller deux mots, et après j'étais fier de moi, je l'ai sorti sur les réseaux, genre je suis une lumière, tu vois, Subversif. c'est ça, tu vois, artivisme et tout, j'invente des néologismes. Après tu tapes artivisme, tu vois JR qui fait des panneaux de trucs machin, il est artiviste depuis. Tu vois, tu t'en vois d'autres aussi, donc ouais, non, moi ça me correspondait par rapport à ma trajectoire, et par rapport à j'aime la danse, mais j'aime la danse beaucoup quand elle raconte quelque chose, quand elle défend des causes. J'aime l'engagement, mais l'engagement dans une salle à faire des réunions et des réunions, ça m'intéresse pas. J'aime l'engagement quand elle est sur du terrain, et qu'elle soulève les gens et qu'elle donne du pouvoir aux gens. Ça c'est ça. Ça c'est l'engagement que j'aime. Donc du coup forcément les deux sont de l'action. Donc forcément c'était là où ça se rejoignait, quoi. Et alors du coup, l'association la création de l'association Loba, elle naît aussi d'une rencontre
avec le docteur Denis Mukwege, qui est le prix Nobel de la paix. Euh, du coup, j'aimerais savoir à quel moment, comment vous en êtes arrivé là, comment vous vous êtes dit que c'était la manière dont vous alliez venir en aide aux femmes victimes de ces viols. Alors, l'association Loba n'est pas née de la rencontre avec le docteur Denis Mukwege, elle est née de la rencontre avec mon meilleur ami William Jaboum, qui est un franco-camerounais que j'ai rencontré quand j'avais 29 ans, 20 ans à peu près, et avec qui en fait lui prenait des cours de hip-hop et moi mon oncle donnait des cours de danse congolaise juste avant. Et donc une fois je suis resté au cours de hip-hop, j'ai commencé le hip-hop comme il disait, et il m'a vu aller là-bas et là vous faites le hip-hop, j'ai dit ok. Non, paix à son âme, c'est mon maître, mais voilà, j'aime toujours penser à lui quand il m'a dit ça. Et après, du coup, et ben, dans cette salle de hip-hop, et ben, on a sympathisé, on a kiffé, et et puis petit à petit, on s'est dit bah, qu'on allait mélanger un peu nos deux arts en fait, la danse traditionnelle congolaise avec le hip-hop et comment ce qui ça représentait qui on était en fait. On était africain pleinement et on était occidental pleinement donc. Euh, le hip-hop représentait l'Occident, la danse congolaise représentait l'Afrique, et donc du coup, les deux nous mélangent. On a toujours été dans un délire de mélanger les choses en fait, l'hybridité, tout ça, ça a toujours été la fusion, on cherchait parce que c'était ce qu'on était en fait. On se reconnaissait pas dans les jeunes blancs de notre âge, et en même temps, on se reconnaissait pas dans les jeunes noirs qui étaient au pays. Donc on était un mix des deux. Et donc du coup, bah, la danse et ça, on n'arrivait pas à l'exprimer. À l'époque, on est en 2007. On est en 2007 et tous ces sujets-là, ils émergent peut-être dans les cercles universitaires, mais dans les cercles populaires, là où nous on est, ils émergent pas trop. Donc nous, on se dit, ben on va lancer notre association qui va justement permettre de nous exprimer et d'exprimer ce qu'on était, ces identités hybrides qu'on était et qu'on n'arrivait pas à exprimer par la voix, et qu'on allait l'exprimer par la danse. Donc on faisait des spectacles de danse où on mélangeait le hip-hop avec des danses congolaises, avec parfois un peu de contemporain, et un mec qui joue du piano avec une queue de pie qu'on avait cousue avec du wax, tu vois. À l'époque, le wax, on est en 2007, hein, le wax c'était pas comme là, tu vois, c'était pas le truc hype, tu vois. Donc une queue de pie en wax, on était déjà loin, tu vois, pour l'époque. Mais c'était ça notre délire en fait. Et le gars jouait en live pendant que nous on dansait, et on mélangeait tout ça, tu vois, faire de la danse congolaise sur du piano. C'est voilà, c'est audacieux. Faut avoir déjà cet esprit hybride, tu vois, vraiment de mélanger. Alors, dans la danse, ça s'est toujours fait. Tu vois, la capoeira, c'est des mélanges. Dans l'art, ça a toujours été plus facile de mélanger les choses que par les mots et tout ça. Donc 2007, on se dit on y va. 2008, on lance l'association, et pendant 4 ans, on fait bien notre association. On met en place des événements du type des quartiers en fait, ce qu'on kiffait, les événements de quartier où on mélangeait un peu toutes les où il y avait tout le monde, il y avait tous les styles. T'avais les gamins du cours de machin qui faisaient ça, l'autre qui fait je sais pas sa percussion, l'autre guitare et tout, et tu vois une grosse un grand rassemblement. On a fait ça pendant 4 ans, et puis au bout de 4 ans, chacun est parti un peu. C'était mon meilleur pote, donc on est resté potes, mais dans ce qu'on voulait faire, chacun est allé un peu piocher son futur. Lui, il est devenu docteur en économie. Moi, j'ai repris des études, même si j'ai pas le bac, en sciences politiques. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Pas de souci. Et donc, et puis on a laissé,
Je sais pas, on a laissé peut-être 2 ans, 2, 3 ans. Et puis là, au bout de 3 ans, on s'est dit non, il faut qu'on. En fait, ce qu'on veut faire de notre vie, c'est l'OBA en fait. Mais comment et donc quand on est parti comme ça, donc là on est en 2015, on se dit on veut tous les deux on est diplômés en pile au même moment, lui son doctorat, moi mon master. Ce qu'on se dit c'est vraiment c'est l'OBA qu'on veut faire. Euh, Moi j'ai un prof, il me dit bon maintenant monsieur Sabourin, maintenant que vous êtes diplômé, qu'est-ce que vous d'un master en sciences politiques, vous l'autodidacte, qu'est-ce que vous allez faire? Je lui dis bah danser. Il m'a regardé, il a dit on va pas mettre ça sur les statistiques. Hein. On va dire que vous allez être entrepreneur. Je lui ai dit oh, vous faites ce que vous voulez. Hein. Et donc du coup, on est parti en 2016, le 8 mars, on part à l'hôtel de ville pour écouter le docteur Denis Mukwege. Et là, il nous raconte que les femmes au Congo ne s'expriment pas sur leur douleur comme nous on peut le faire en Occident, et que la psychothérapie classique ne fonctionne pas. Et là, c'est un peu tilt parce que de par mon parcours et même celui de William, nos galères, on les a surmontées beaucoup en dansant. La danse a été notre outil de résilience. Et là, moi, je dis au docteur, docteur, comment on peut vous aider? Au début, il me répond pas. Et et puis là, à la fin, moi, je lui tourne le dos. Il y avait des cousins, hein, forcément. Quand tu as un événement comme ça, il y a là les Congolais. Tu retrouves toujours la famille que t'as pas vue depuis longtemps. Donc moi, je dis bon, il me répond pas. J'étais un peu fâché. Je me retourne, check mes cousins et tout machin. Et d'un coup, il y a une grosse main qui se pose sur mon épaule. Je me tourne et c'est le docteur qui me dit jeune homme, faites un petit tour avec moi. Et là, il m'emmène vers le fond de la salle. Il devait aller au Grand Journal à l'époque. Ouais. Et donc, il m'emmène. Et donc, on commence à discuter. Moi, j'essaye de lui montrer que j'ai des connaissances, quoi. Que je suis... C'est ça, tu vois. J'ai un grand monsieur, donc il faut que je sois à la hauteur, tu vois. Donc, oui. Et lui, il est là, il m'écoute. Il est là. Et puis, il me dit, ouais, faites-moi un projet. Et il dit à son collaborateur, laissez-lui votre carte et gardez contact avec ce jeune homme. Moi, je prends sa carte. Et là, il s'en va. Bon, tout le monde après vient me voir, genre, j'ai été touché par la main de Dieu, tu vois. C'était... Tout le monde est, qu'est-ce qu'il t'a dit? Machin et tout. Les gens voulaient même prendre des photos de la carte qu'il m'avait donnée. Tu vois, j'ai dit, prenez, moi, je m'en fiche. Tu vois, prenez. Tu vois, c'est pas à moi, c'est comme ça. Et c'était un truc de fou. C'est là où j'ai vu, ce qui m'a impressionné, c'est surtout qu'il avait, en fait, ce qui m'avait surtout impressionné, c'est que il y a une belle et grande femme qui arrive et qui dit, docteur, on dit souvent que que vous êtes l'homme qui réparait les femmes et que vous en avez réparé des milliers, mais on ne dit jamais le chiffre. Combien de femmes avez-vous réparé? Et là, le docteur prenait plusieurs questions. Et là, il dit, attendez, je vais répondre à celle-là. Et il commence à lui dire, vous savez, madame, juste une, c'est déjà trop. Et quand il dit ça, drop the mic, fini, toute la salle, ouah, ouah, la dame, là, belle grande dame comme ça, wax partout, truc, machin et tout, tchoum, elle est redescendue comme ça, elle était là, on la voyait même plus, même elle était dépassée, parce que en fait, la puissance de comment il l'a dit, tu vois, dans les termes et tout ça, la puissance dont il l'a dit, déjà tu comprenais que il y en avait eu trop, tu vois. Dans ce une, il y en a des milliers, et dans ces milliers, tu vois, lui il te fait bien comprendre que une déjà là, c'est trop. Il en a vu trop. Juste une, c'était trop déjà dès le départ pour lui. Et ce qu'il a vu, l'horreur qu'il a vue, qui est indicible, que tu ne peux raconter, tu vois, parce que personne ne peut comprendre ce que voit l'œil d'un chirurgien quand il voit un vagin déchiqueté, tu vois. C'est pas possible. Et ben là, quand il a dit ça, tu sentais toute la force de ce que lui, il voyait. Et quand il répond ça là, c'est dans les réponses les plus simples, tu vois, que déjà, tu sais où est la puissance du gars. Moi, c'est à ce moment-là, j'ai dit, ok,
Moi, je veux suivre le combat de ce monsieur. Là, il a tout dit. Ça, c'est un peu le pater congolais que je recherchais. Et parce que un mois avant, mon prof et mon maître, qui était un peu mon guide spirituel aussi, venait de décéder. Et là, un mois plus tard, il y a lui qui dit ça. Ça, c'était vraiment trop fort. Et donc, c'est comme ça qu'est venu qu'on s'est dit, on va lancer, on va aller d'abord juste danser, les faire danser, pour que ça soit juste quelque chose de récréatif. Et puis, une fois sur place, l'année d'après, un an plus tard, les femmes, euh, les femmes vraiment, on a passé 2 semaines magnifiques où elles voulaient plus me lâcher. Elles voulaient danser, 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 danser. Elles étaient, mais elles lâchaient plus. Et donc on s'est dit, mais... Et puis le psychologue qui travaille avec, les voyait vraiment s'épanouir. Et quand on a parlé avec lui, et le retour qu'il nous a fait après par message, on fait on a décidé de revenir et de travailler sur quelque chose de construit scientifiquement, avec vraiment les mots scientifiques pour pas qu'on vienne nous traiter de charlatans et démontrer en quoi la danse est derrière le travail de verbalisation des émotions qui ont été ressorties, et ben permettent à ces femmes de pouvoir justement se reconstruire psychologiquement. Et du coup, quels sont les retours de manière globale? De manière globale, c'était, bah, comme j'ai dit, c'était vraiment génial. C'était incroyable. Moi, j'ai vécu peut-être un des moments les plus forts de ma vie, parce que surtout un moment où la directrice de la Cité de la Joie, Christine Deckriver, Schuller Deckriver, qui nous a invités à la Cité de la Joie, donc qui est une autre structure de la Fondation Panzi, mais qui a été aussi cofondée avec Eve Ensler, l'auteur des monologues du vagin, et qui avait fait un gros travail avec son association Videt pour récolter des fonds pour créer cette cité de la joie, qui est une cité d'empowerment pour les femmes. Et pendant 6 mois, c'est un bootcamp pour 90 femmes en mode vraiment où elles apprennent plein de choses. Vraiment un truc d'empowerment, elles ressortent, elles sont au top. Et elles nous invitent là-bas. Et on vient comme ça, et elle leur avait dit, ouais, je vais vous ramener un danseur parisien, machin et tout. Ah, ils m'ont attendu comme ça. Lui là, il danse. J'ai dit, ok, déjà 90 femmes en rond comme ça là. Ah, faut pas bégayer, hein. Ah, faut pas bégayer, hein. C'est pas n'importe quelle femme, hein. Des Congolaises 90 comme ça là qui viennent faire de l'empowerment, qui viennent de situations difficiles. Quand elles t'attendent comme ça, ah, ok, j'ai commencé. Quand on arrivait, elles ont commencé à chanter. Déjà rien que leur chant c'était trop puissant. Rien que leur chant déjà c'était trop puissant. Si t'es pas prêt là, tu ressors direct. Après quand elles ont commencé à danser, là c'était trop fort pour moi. J'y suis allé direct et j'ai commencé à prendre leurs pas et tout, de leur montrer que je pouvais reprendre leurs pas, copier tous leurs pas et tout ça. Elles m'ont regardé comme ça. Et là, du coup, Christine a dit oui, si, c'est un danseur, vous voyez, un danseur de France et tout. Elle les a mis en rond parce que trop nombreuses en ligne comme ça, je pouvais pas. Et là, elles sont venues, je sais plus combien de fois, elles venaient one on one en battle. Et il y avait 90 femmes contre moi, tout seul. Aïe. Au début, j'avais un pull marqué Girl Power, je l'ai jeté tellement truc. Ça a été mais la folie, tout le monde criait, machin. Un moment, j'étais là, ouais, ouais, et tout le monde criait dès que je criais et tout. C'était tellement puissant, j'ai dû partir. Mais moi, j'allais me perdre dans une telle euphorie, une telle puissance, tu vois, où vraiment où j'allais perdre mon côté professionnel. Et du coup, je suis sorti et on a dit on y va. Et Christine a dit là, elles vont continuer jusqu'à qu'elles tombent de fatigue. Là, comment vous les avez laissées?
Tant qu'elles sont pas tombées. Elle dit partez, mais nous, ça va crier jusqu'au bout de la nuit là. Et c'est ce qui s'est passé. Elles ont dansé, chanté, elles ont continué. Elles m'ont dit au revoir, allez, ah ouais, caribou, truc machin, hop, parce qu'ils parlent en swahili là-bas. Donc on parle pas, moi je parle le lingala et elle parle le swahili. Et il y en a quelques-unes qui parlaient français. Et ça a été vraiment un des plus grands moments que j'ai passé dans ma vie parce que vraiment cette force de pouvoir reprendre pied, de danser, de sourire après ce qu'elles ont vécu. Quand tu sais, quand le nombre de fois où moi j'ai pleuré parce que ma petite amie m'a lâché, des trucs comme ça, ou parce que un pote ne me parlait plus et que et que tu te retrouves ta vie est ridicule. Elle est ridicule. Tiens, elle est vraiment ridicule. Donc tu reviens ici, tu dis, tout ça là ici, rien n'a de sens. Rien n'a de sens. Tout ça là, c'est foutaise. Les gens là, ils se prennent la tête pour rien. Dans le métro, dans le truc, dans le bidule, foutaise. Et c'est comme ça que ce que devait être un projet ponctuel, donc on allait venir de temps en temps, c'est devenu un projet pérenne. J'ai dit non, non, ça c'est ça ma vie, moi c'est ça que je veux faire. Le reste ici là, c'est vraiment foutaise. Alors bon, on a essayé de mettre de l'eau dans son vin quand même, et du coup d'essayer de travailler avec des femmes ici aussi qui sont en souffrance. Et en fait, le modèle de co-thérapie qu'on développe, bah, de le développer aussi bien pour le Congo que pour la France. D'accord, merci beaucoup. Alors, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, on est en direct avec Boléwa Sabourin qui nous parle de son livre, La rage de vivre. Vous pouvez réagir en posant vos questions. D'ailleurs, on me dit qu'il y en a deux, donc je vais aller voir tout de suite. Alors, Oh là là, vous êtes trop vivant. ouais, t'as vu ça un peu? La vivacité. Ouais, enfin, la vivacité, là, je trouve pas trop le direct. Ah. Ça va venir. Attends. Hop. Alors. Alors, on a deux questions. Une question d'Amandine Jones qui dit « Bonsoir, comment prendre des cours avec cet artiste ?» Alors, pour les cours récréatifs, je donne des cours tous les mardis. Je donne un seul cours maintenant parce que le projet recréation me prend tout mon temps et puis je veux plus donner plein de cours pour me perdre parce que je veux me concentrer vraiment sur recréation. Mais je donne un cours le mardi de 20h30 à 22h au studio Kim Khan à Paris dans le 20e arrondissement, 64 rue Orfila. C'est donc en live avec mon oncle qui joue de la percussion et où on travaille des danses congolaises dites traditionnelles, principalement de l'ouest du Congo. Et donc ouais, donc que le mardi de 20h30 à 22h et puis après de temps en temps quelques stages voilà, mais ça il faut aller sur ma page ou sur l'Instagram. D'accord, très bien. Alors ensuite, on a une deuxième question, toujours de la même personne, du coup, qui te demande si tu seras présent en Norvège lors de la prochaine venue du docteur Mukwege. C'est une réponse que... En fait, je veux pas me porter l'œil. Donc du coup, j'attends tellement ce moment que vous avez compris la réponse. Très bien, ça a le mérite d'être clair. Alors, du coup, dans ton livre, tu parles aussi de l'OBA, mais tu parles de ton parcours personnel, notamment ton parcours scolaire. Alors, tu dis avoir obtenu ton master à 30 ans, c'est ça? Ouais. Et en fait, tu es passé du brevet des collèges au master sans transition. Alors, on a besoin d'explications parce que c'est quand même assez fort. De ce que j'ai lu du livre, t'as réussi à te faufiler entre les mailles du filet comme ça. Non mais alors c'est vrai, j'avoue présenter comme ça, du brevet des collèges au master en sciences politiques, c'est vrai que présenter comme ça peut
Alors déjà, je suis congolais, donc débrouillardise là, hein, ça me connaît. Hein, tu vois, nous c'est même plus système B, c'est système Z. Tu vois. Donc déjà, on a tout écumé. Tu vois, toutes les lettres de l'alphabet. Donc, même on va inventer des nouvelles lettres pour les Congolais. Tu vois. Donc, du coup, ça, c'est sûr que c'est beaucoup ça mon parcours. Ensuite, bah, ouais, c'est notre manière à nous d'être smart, comme ils disent maintenant, tu vois. Quand nous on dit on est débrouillard, ils disent smart. Bon, chacun son, tu vois. Euh, Après, en fait, bah, moi, comme je l'ai dit, j'ai fait 10 années où j'ai été animateur en centre de loisirs, d'ailleurs à Châtillon. J'ai été directeur de centre de loisirs et de colonies. J'ai passé mon BFD, brevet d'aptitude de fonction de directeur, à 21 ans. Très rapidement, il y avait trop de gens que je me rendais compte des directeurs qui étaient nuls. Et moi, je voulais que les jeunes là ils grandissent avec des trucs bien. Donc 21 ans et puis bah 23 ans. Ouais, à peu près 22 ans, j'ai cofondé l'association avec William. Euh, du coup, ça, plus après, je suis rentré dans les mouvements d'éducation populaire, du type Léo Lagrange, et tout ça, donc des grosses associations qui datent d'il y a 50 ans. Et puis ensuite, bah, je suis rentré au mouvement des jeunes socialistes, où où j'ai vraiment acquis des connaissances dans le milieu politique. Et j'ai été, euh, j'ai été aussi squatter avec les Jeudis Noirs. Donc Jeudi Noir, c'était un collectif qui bah, qui faisait de la réquisition citoyenne et donc ils ouvraient des bâtiments qui étaient laissés vacants pour permettre à des étudiants de pouvoir en bénéficier, tout en interpellant les pouvoirs publics sur la question des logements à Paris. Et donc ça, j'ai pu voir comment un collectif qui se disait apolitique au sens n'avait pas de couleur partisane, comment au final à l'intérieur chacun faisait partie d'un parti et qu'ils amenaient chacun leur réseau et donc leur influence, et donc au final dans le collectif en fonction de l'influence que tu gagnais un peu plus d'influence. Bon, après c'était quand même lancé par des gens d'Europe Écologie Les Verts, donc du coup ils avaient plus d'influence. Et puis mon plus grand fait d'armes, c'est que comme j'ai dit, je suis un peu congolais, un peu débrouillard, un peu pirate. Et, euh, et à force de faire tout ça, eh ben, il y a un élu socialiste qui m'a vu à la télé et qui s'est dit, lui, il se dit socialiste et tout. En plus, il est noir, nanana. Bon, je vais le prendre dans mon cabinet. Et donc un jour, il m'appelle et il me propose de travailler pour lui. Moi, évidemment, à l'époque, je faisais que mes cours de danse, ça me rapporte rien. Et j'avais arrêté l'animation parce que j'avais eu trop de galères et trop de dangers dans l'animation. Je me suis dit, non, trop de responsabilités pour si peu de reconnaissance. C'est pas possible en fait. Il faut changer les choses plus haut. Du coup, j'avais arrêté ça, donc j'avais pas de revenus quasiment. J'avais juste quelques cours de danse. Et là, quand il me dit ça, moi je dis oui. Puis il me dit, ah ouais, mais c'est à mi-temps avec un autre arrondissement. Parce que lui, il était élu dans le 14e arrondissement. Et donc il était élu à la jeunesse dans le 14e arrondissement, et il partageait donc un collaborateur qui était aussi du coup dans le 12e arrondissement. Donc moi, je fais mon entretien aussi dans le 12e. Je déchire tout. Ok. Juste après, le gars me veut plus. Il me lâche comme ça pour prendre un mec du 14e parce que qui aurait plus d'influence sur le territoire. Bon, ok, mais sauf que moi, gars, c'est toi qui m'as appelé. Moi, je t'ai pas appelé, je savais même pas que t'existais. Donc moi, je fais le forcing. Je dis, à ce moment-là, j'avais été chez les Jeudis Noirs. Donc qu'est-ce que je fais? J'envoie un message Facebook à Anne Hidalgo que j'avais rencontré chez les Jeudis Noirs.
J'ai dit, écoutez, on me propose un poste dans le 14e et si j'ai démontré mes compétences de mouvement associatif, mais j'aimerais démontrer que j'ai aussi des connaissances dans le milieu politique. Elle se souvenait de moi et elle me fait une lettre de recommandation qui va dans les 2 arrondissements. Alors là, quand il voit ça, elle était première adjointe, il bloque. Parce que dans le Parti Socialiste, ils ont les micro-courants, là. Tu vois. Et donc, elle était pas de son bord. Donc là, il bloque encore plus. Sauf que dans le 12e, en plus, j'avais déchiré et en plus, elle était dans leur parti. Donc là, à jackpot, elle dit, lui, il vient. Et là, ça fout un bazar dedans et tout. La mairie, l'hôtel de ville m'appelle, me dit, Boléwa, est-ce que vous accepteriez un poste à mi-temps dans le 12e? Je dis, bah, bien sûr. Ça va pas ou quoi? J'ai pas de boulot. Je m'en fiche. Et il dit, ouais, faut pas trop le dire parce que ce poste, il est à moins de 1 000 euros vu que c'est à mi-temps. Je dis, mais c'est pas grave, t'inquiète, je dirai rien. Il y a pas de souci. Du coup, hop. Et au moment où ils me disent, est-ce que vous avez vos diplômes? Alors là, je commence à avoir chaud. Ah, je vois flou. Je dis, le poste, il va me passer sous le nez. Je regarde comme ça. Et je dis, ouais, évidemment. Et donc là, elle me dit, ok, ben, faudra nous le ramener lors de jour où je ramène tous les papiers. Je dis, excusez-moi, en fait. Et au début, j'appelle une amie la veille et elle me fait un faux diplôme. Elle reprend un diplôme et elle fait ça bien, elle met bien sa bourrin, boléwa et tout. Et tu vois. Et au dernier moment, elle me le sort et tout. Je te jure, tu t'aurais pas vu quoi. Un faussaire magnifique. Au dernier moment, je dis non. Si on t'attrape, non, 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 non. Toi et tous les noirs qui vont arriver, c'est fin du game, tu vois. Donc, déjà, je dis non, non, non. On va y aller. Autre bluff. Je dis, oh, le rectorat, j'ai perdu mon diplôme. Le rectorat, il met du temps il met du temps à m'envoyer à me faire le duplicata et tout. Et tout le monde sait que le rectorat, rien que déjà, même tu l'as, ils vont te l'envoyer dans je sais pas combien de temps. Alors en plus, si là c'est un duplicata, allez, 2 ans plus tard, tu peux encore, tu peux encore l'attendre. Donc eux, ils disent, ok, bah si quand il arrive, vous nous le ramenez. J'ai dit amen, Dieu est grand. Et là, sauf que ils me voulaient absolument parce qu'il y avait un événement et ils avaient besoin de ce collaborateur parce que 1 mois après, il fallait que je fasse un événement en 1 mois dans le 12e arrondissement. Donc il y avait pas de, tu vois, il y avait pas de plan B. Eux, c'était moi. Et donc du coup, ils m'ont pris. Moi, j'ai dit très bien, je vais faire mes preuves sur le terrain. En 1 mois, l'événement, il est sorti de terre. C'était le feu, tout le monde a kiffé. Les gens étaient comme des dingues. Ils ont dit, on le garde. Ils ont oublié les diplômes. Et 1 an plus tard, ils m'ont proposé du coup de remplir mon mi-temps avec un plein temps avec un autre arrondissement, le 11e. Parce que je faisais tellement bien mon boulot, tellement tout le monde me connaît. Du coup, quand j'ai fait ça, pendant 2 ans et demi, donc à la mairie de Paris, en charge des questions de jeunesse, des conseils de la jeunesse, et donc de cette animation locale, tout ce qui est participation citoyenne et tout. Du coup, j'ai acquis beaucoup de connaissances sur ces questions-là. Je me suis documenté, je suis allé à des formations, plein de choses. Et donc, quand j'ai fini ça, et que j'ai fait mon road trip en Afrique, quand je suis revenu, j'ai dit non, il me faut un diplôme maintenant parce que en fait, j'ai beaucoup de connaissances, mais et moi-même, je me crois stupide. Donc, du coup, on va faire une validation d'acquis d'expérience. Et quand j'ai fait cette validation d'acquis d'expérience, la première année, moi j'avais tout mis. L'associatif, le machin, le truc, il faisait 200 pages. C'est un dossier en fait que vous devez rendre. Et puis si vous passez le dossier, vous avez un entretien. Et si vous passez l'entretien, vous êtes accepté. Alors il y a 2 trucs. Soit la validation d'acquis d'expérience qui vous donne un diplôme, soit la validation d'acquis professionnel qui vous permet d'aller à un niveau.
d'atteindre un certain niveau. Donc ça veut dire qu'on vous donne pas de diplôme, vous rentrez juste dans le cursus normal et après c'est à vous de faire vos preuves. Et moi c'est ce que j'ai toujours dit, juste laissez-moi faire mes preuves. Vous m'avez bloqué dans tous les sens, mais laissez-moi faire mes preuves et vous verrez après, on verra. Si je le rate comme tout le monde. Du coup je fais ça, les mecs me bloquent. Ils me disent oh non, vous avez plus un profil d'animation culturelle. Je dis c'est quoi ça? J'ai déjà fait tout ça. Tu vois, bon, c'est pas grave, je reviendrai l'année prochaine. L'année d'après, je regarde un rapport, le rapport Baquet-Meshmash. Donc c'est un rapport que Mohamed Meshmash avec Raphaël Baquet. Donc Mohamed Meshmash c'est un activiste d'Acier le Feu. Et Raphaël Baquet c'est une sociologue. Ils avaient fait un tour de France des quartiers pour recenser un peu les doléances des personnes dans les quartiers et pour le remettre au ministre de la ville. Ils ont fini leur rapport, ils ont aussi consulté des universitaires, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça. Et moi, je lis le rapport et je regarde les gens qui sont intervenus. Et je vois qu'il y a un prof de Paris 1, la Sorbonne. Et moi, je voulais aller à Paris 1, la Sorbonne. C'est parce que j'ai grandi en partie dans le 5e arrondissement et que je le voyais tout le temps et que mes potes, ils avaient fait du droit, de l'éco. William a fait Paris 1 aussi, mon cofondateur. Donc, mais lui, il était à Tolbiac, il n'était pas à la vraie, il n'était pas à la Sorbonne. Tu vois. Moi, je voulais moi aussi rentrer là-dedans. Et puis aussi, Paris 1, la Sorbonne, c'est là où on a vu Frantz Fanon, on a vu Aimé Césaire, le Paris noir, le Paris noir des intellectuels, il démarre beaucoup là. On pense qu'il démarre dans les quartiers, mais non, il démarre là-bas. Et quartier présence africaine, c'est dans le 5e, rue des Écoles. Donc du coup, je voulais m'inscrire aussi dans cet univers, dans cet héritage, tu vois. Au-delà du beau quartier, c'était vraiment, et du fait que j'avais grandi là, c'était aussi m'inscrire dans cet héritage des Noirs de France, en fait. Et du coup, moi, je voulais pas rien. Et je vois ce prof, je le Google, je trouve un mail, et vu qu'il a participé aux questions des quartiers, je me dis, tu vois, il a une petite compréhension, il a un peu une petite ouverture. Je lui envoie un mail, il me reçoit dans son bureau, et quand il me reçoit dans son bureau, on discute, et puis il me dit, mais, parce que moi je travaillais sur le community organizing, tu sais, je m'étais engagé sur le stop le contrôle aux faciès, dans ce collectif où on avait vraiment réussi à bien monter le truc. Et le prof me dit, pourquoi vous iriez pas à Saint-Denis? Non, Paris 13, Villetaneuse, non, Villetaneuse, Ah oui, à l'autre. L'autre. à l'autre. Parce qu'ils étaient un peu plus avancés sur les questions du community organizing, de tout ce qui est américain, machin et tout. Et que ici, c'était le classicisme français. J'ai dit, mais monsieur, vous voulez pas faire de la reproduction sociale des jeunes des quartiers populaires? Il m'a regardé comme ça. Il a dit, vas-y, c'est bon. J'ai dit, bah oui, nous aussi, on connaît Bourdieu. C'est pas... ça se tape en 10 secondes. Tu vois, on comprend ce que ça veut dire. Hein. On est voué toujours à nous retourner là-bas dans nos quartiers et pendant que les autres, ils arrivent, ils restent là à Paris 1. Et c'est vrai que sur un moment, sur 400 élèves, on était deux noirs, tu vois. Alors qu'on est en 2018, c'était un master. Et donc, grâce à lui, il me fait une lettre de recommandation et je le mets dans mon dossier. Et quand je présente mon dossier, que j'avais allégé, je passe le dossier, je suis reçu à l'entretien avec lui, et la meuf me dit heureusement que Monsieur Blondio, qui s'appelle, vous a recommandé, parce que sinon vous aurez pas pris. Comme ça, banco. Je dis bah, et lui il était là à côté, comme ça, tout content. Et je lui regarde, je lui dis bah merci Monsieur Blondio, vraiment. Et puis bah je suis rentré en licence 3 M1, donc un double niveau. J'ai fait un double niveau, licence 3 M1. Et en fait, quand j'ai validé ces deux niveaux, l'année d'après, je suis allé en master 2, affaires publiques, sciences politiques, affaires publiques, ingénierie de la concertation. J'ai validé. Et là, j'ai sorti le costard, tu comprends? Quand il y a eu la remise, j'ai appelé les amis, la famille, les autres ils étaient là, ils étaient habillés tous les jours, aucun respect. Moi,
le diplôme était déjà, et on nous l'avait déjà donné, tu vois. Et ben, il était déjà sous verre avec moi, tu vois. Il était déjà sous verre. Je suis arrivé, tout le monde m'a regardé. J'ai dit, oh, vous croyez c'est tous les jours, quoi. Je suis arrivé, j'ai posé comme ça. Hop là, après on est tous allés boire un verre et tout pour fêter ça. Eux, ils ont pris, ils sont partis. Tchou. J'ai dit, oh, ok. Ah, vous avez vos diplômes tous les jours. Oh, c'est ça, tu sais, tellement habitué, qu'est-ce que... Moi, j'étais là, comme ça. Ah ouais, non, c'était un grand moment, on a fêté ça. Et ma sœur, elle est venue, tu sais, j'étais là, ma grande sœur, j'avais mon diplôme. Elle dit, c'est bon, t'as fini tes photos, allez, donne. Tchouk, elle a mis dans son sac, elle est partie. Elle est partie. Et tu sais, chez nous, on a toujours des endroits où il y a plein les photos, les machins, les trucs de mariage, tu vois, sur les buffets, là, les énormes buffets, là. Elle est arrivée, elle a posé ça, voilà, c'est là, comme ça, tu sais. Du coup, quand tu viens chez elle, tu vois, il y a le diplôme dans le buffet, à côté des photos des enfants, de son mariage, tu vois. Le diplôme, ça avait une valeur, quoi, tu vois. C'était quelque chose. Ah non, je te dis, je n'ai même pas pu le garder pour la soirée. Hein. Elle n'est pas restée boire un verre. Hein. Elle a dit, oui, oui, buvez des verres. Elle a dit, t'as fini? Toi, tu me donnes ça, là. Ça va dans mon sac, ça rentre à la maison. Et tu vois, j'ai dit, ok. Et ouais, c'est vrai que ce truc, on a ouais, un diplôme. Moi, j'étais pas diplômé. Dans ma famille, il y en a très peu comme ça, en tout cas dans notre branche. Donc, non, c'était vraiment quelque chose. Et donc, du coup, je reviens sur ce que tu disais. Dans la vie associative et politique que tu as eue, il y a eu un moment où voilà, on t'appelait d'ici, enfin de partout. Et il y a un chapitre dans ton livre où tu dis que tu étais le SDF le plus busy du monde. Ouais, ça c'est quand j'étais chez Jeudi Noir. Donc je vivais en squat. On avait ouvert un bâtiment de 5000 mètres carrés. C'est moi, il m'avait appelé. Boléwa, tu devrais avoir des talents de grimpeur là. Euh, du coup, moi j'ai dit ouais. Tu vois. Donc je suis monté la nuit, place des Vosges, sur la gouttière là. Je suis monté comme ça, clo clo clo. Hein. Choum. J'ai tiré, la fenêtre s'est ouverte, je suis rentré, je suis descendu, je les ai ouverts, il y avait ce truc 5000 mètres carrés vide depuis 50 ans, c'est encore vide, tu vois. Et, euh, et donc du coup, bah, je suis monté, j'ai ouvert à tout le monde, et ça a été notre plus grande prise, la Marquise. Donc place des Vosges, quand t'as des voisins comme Jack Lang, DSK, malheureusement, ça, le musée Victor Hugo, tu vois, bon, c'est place des Vosges, quoi. Et donc je vivais là-dedans et avant on vivait donc dans un autre squat mais la marquise ça a été un tel rayonnement que et moi, je me cachais pas, je disais que j'étais chez les jeunes socialistes, donc j'avais contact avec les vieux socialistes, tu vois. Et du coup, tout le monde m'appelait. La mairie de Paris, Hidalgo, tout ça, tout le monde voulait faire son bal, tout le monde devait passer à la marquise devant les caméras. On va aider ces petits jeunes, blablabla, truc. Oui, c'est inadmissible, les bâtiments laissés vacants, tout ça. Et moi, j'étais tout le temps là. En plus, donc, vu que moi, j'étais considéré comme le socialiste de la bande, les autres, ils étaient plutôt Europe Écologie Les Verts, NPA, les communistes ou des anarchistes et tout ça. Tu vois, eux, ils voulaient pas le parti socialiste, tu vois. Moi, rien à faire. Je sais qui je suis. J'ai pas besoin de, tu vois. Ouais, et puis j'étais chez les jeunes socialistes et j'étais au bureau national des jeunes socialistes. Donc du coup, bah voilà, et les socialistes à l'époque, ils avaient le vent en poupe. Donc forcément, il fut un temps. Tant mieux qu'il fut. Et du coup,
ça a été ça pendant des mois où tout le monde m'appelait, même quand tu vois, tout le monde me voyait à la télé, à côté de tout le monde. Euh, Comment elle s'appelle, Cécile Duflot, tous, ils sont tous passés, ils sont vraiment tous passés. Et puis à côté, bah, les socialistes, du coup, j'étais devenu quelqu'un, quoi, tu vois. Et puis vu que j'étais le seul noir, tu vois, des jeudis noirs, hein, comme le nom l'indique, Ça faisait la caution tu vois, ouais, de diversité. il y avait une Renoir, mais elle vivait pas là. Moi, j'étais le seul noir qui était vraiment un galérien du logement, hein, tu vois. Et c'est comme ça qu'il s'appelait. Donc moi, je vivais là vraiment en galère. Et avant ça, j'avais mon petit frère qui était venu de la Martinique. Et moi, à l'époque, je vivais chez une amie qui m'avait laissé en fait une cave, mais aménagée, mais qui était avant son bureau et le bureau de son frère. Et du coup, c'est devenu ma chambre pendant un an. Et quand lui, il est arrivé, bah, je pouvais pas l'emmener dans cette cave chez elle, chez ses parents, tu vois. Donc du coup, on est parti chez les Jeudis Noirs. Donc nous, on était des vrais galériens du logement. Et après, quand on a vu que chacun devait ramener sa force, bah moi j'ai ramené ma Sephora et c'était les socialistes. Et voilà, et donc forcément ouais, j'étais vraiment le SDF le plus busy du monde, quoi. J'arrêtais pas entre les cours, les trucs, les machins, les rendez-vous, les réunions, alors que je mangeais, je te jure, tu sais, on partageait la nourriture, mais des fois j'arrivais comme ça, je mangeais vite fait en cachette leurs trucs, et après j'avais pas de quoi manger, tu vois. Et tout le monde m'appelait, oui, Boléwa, là. Hidalgo veut te recevoir. Ouais, ouais, mais j'ai pas de quoi manger, mais vas-y. Ouais, donc il y avait un sacré contraste entre la vie que tu menais et... J'étais chez les socialistes, tout le monde disait ouais, Boléwa, là, ils mangent chez les socialistes, alors que je gagnais pas un rond. Je gagnais pas un rond. C'est-à-dire que vraiment, les cours que je donnais, tu vois, je les donnais à la ville de Paris. Tu donnes des cours dans des centres d'animation à la ville de Paris, c'est 15 euros de l'heure. Donc t'imagines le nombre d'heures que tu dois faire tu vois, pour avoir un vrai, tu vois. Donc moi, à la fin du mois, j'avais pas grand-chose. Et puis ils te payent, voilà. Donc du coup, moi, je gagnais vraiment pas ma vie. Je te jure qu'il y avait des événements, ça me faisait mes repas, tu vois. Ah ouais, ouais. Débrouillard jusqu'au bout, on lâche rien. Débrouillard à jamais. Ah, on est né débrouillard, on meurt débrouillard. Ah oui, débrouillard à jamais. C'est normal, c'est un Congolais, non? Voilà, voilà. Non? Attends. J'avoue. Non, non, j'avoue. Non. Bien, bien joué. Ah, alors du coup, on me dit qu'il y a des questions. Alors, je vais revenir sur les directs. S'il n'y a pas de questions, c'est bien. Ça me fait moins peur. Hein. Alors, il y a... bah, justement. Alors, il y a Raphaël qui demande, est-ce que tu sais danser le ndombolo? Alors, franchement, justement, je ne sais pas. Moi, j'ai tellement appris avec les danses du village que je sais pas trop danser le ndombolo, mais après, je peux l'apprendre facilement. Je sais à peu près mimer les pas, mais je sais pas le danser comme vraiment on pourrait le danser. Je peux mimer, donc si, on peut dire que je sais le danser, mais je, j'ai pas non plus bien tous les pas et les codes. D'accord. Et ensuite, la deuxième question, toujours Raphaël qui demande si tu as déjà dansé pour... Oh, elle t'a traité de faux aéro. Ça m'aurait pas plu. Ça m'aurait pas plu du Mais tout. elle-même, elle est quoi? Euh, donc un Zaïrois, il ne se définit que par le dombolo, quoi. Hein? Non. Donc nous, on doit se définir que par ça. Si t'es Zaïrois intellectuel ou faire des danses du village, c'est moins bien que le dombolo, quoi. Le truc qui est truc de soulard. Ok, pas de galère. Non, je comprends. C'est pas grave. Alors, du coup, Raphaël toujours te demande si tu as déjà dansé Je pour sais des pas si personnes. je vais répondre à Raphaël. Hein. Il t'a
déjà dansé pour des personnes connues, que ce soit des personnes de la diaspora ou pas forcément? Oui, si elle veut parler des aérois là, hein? Elle-même, elle sait même pas. Ça Euh, va se tailler en je direct. te jure. Euh, non, ben elle peut taper Magie de Kofi Olomide. Et franchement, ceux qui connaissent pas Magie, là, c'est fini pour ils pourront plus jamais. Donc Magie de Kofi Olomide, sinon oui pour Maître Gims, trucs comme ça. Mais après c'est pas trop mon univers. Moi je suis vraiment comme on dit un blédard quoi. Tu sais, moi ce qui m'intéresse c'est les danses vraiment du village qui ont un sens et tout ça. Moi danser pour la foutaise, pour la muse-bouche là, c'est pas mon truc, tu vois. Je, ouais, et puis c'est pas des univers qui, tu vois, le showbiz, le machin, le bidule, c'est pas mes univers, tu vois. Tenir un peu Euh, à l'écart de tout ça. Ouais, et j'ai toujours refusé et puis c'est pas mon tempérament, tu vois. Moi, comme j'ai dit, moi mon travail c'est utiliser la danse comme outil thérapeutique. Alors tu vois, va dire ça, va dire ça à Kofi Olomide ou à Maître Gims ou à Werason, tu vois, c'est pas leur. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu ce côté un peu entre les traditions et euh, et la réflexion, tu vois. Juste la vivance comme ça là où on boit des bières et on danse et on est là on montre qu'on a des habits de fou hein, ça me parle pas trop. Ouais. D'accord. Très, très jolie suite au passage. T'as remarqué toi aussi hein. Ouais, 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 grave. ouais. Voilà. Ouais, j'avais besoin de mettre un peu de couleur, mais bon, apparemment ça te dérange la couleur, hein. Mais on ne reviendra pas sur cet épisode parce que après Raphaël, je sais pas pourquoi. Hein, moi, je croyais être en bienveillance et le salon, on est à la maison. Non, on vient pour tirer des balles de partout, en virtuel, en réel. Ok. Non, parce qu'en fait, avant le direct, Boléwa s'est fait vanner Oh non 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 sur son suite non par non. une personne de l'équipe. Il l'a Non, très non, très non, mal par une digéré. Congolaise. Faut dire non, 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 une Congolaise qui renie son drapeau, hein. Et donc, Yamakasi, non, elle est perdue. C'est pas grave. C'est ça aussi, malheureusement, les enfants d'ici, là, il faut les renvoyer un peu, hein. Et comme ça, ils arrêteront de se tirer entre eux, devant les gens. Donc, c'est cool, hein. Bon, alors on a une nouvelle question. Mhm. Alors, pendant tes années de galère, où as-tu puisé ta force pour ne rien lâcher et ne pas baisser les bras? Pendant mes années de galère, déjà je pense que j'ai puisé ma force. Je sais pas par quel bout commencer, mais je pense que je vais dire d'abord les gens qui m'ont soutenu à chaque fois. En fait, tu vois, à chaque fois que j'arrivais à un tel niveau de galère où tu vois où tu vas plus respirer, tu vois, l'eau qui arrive et là c'est fini, poum, glou glou glou. Et ben à ce moment-là, il y avait toujours une main qui se tendait, quelqu'un qui arrivait et et qui allait juste me tendre la main, pas me tirer, juste me tendre la main, et c'était à moi de tirer cette main-là, tu vois. Et ça, j'ai rencontré là les gens, vraiment, vraiment des gens euh, une qui devait être juste la mère d'une amie qui était avocate et qui m'a vu chez les Jeudis Noirs et qui voyait mon état, qui arrivait elle à percevoir l'état derrière la figure médiatique, m'a dit Boléwa, viens là, viens à la maison, arrête de dormir là-bas dans ce frein machin, tu sombres. Et moi c'est vrai que j'ai toujours été, si je suis avec des gens qui sombrent, je sombre avec eux. Si je suis avec des gens qui vont vers le haut, je vais avec eux. J'ai toujours été une éponge comme ça, tu vois. Et elle, par exemple, elle m'a sorti de là. Des Noëls, parce que j'ai pas grandi avec mes parents, où j'étais tout seul. euh, et, euh, et, et chacun va dans sa famille, et toi, c'est là où tu te retrouves tout seul, c'est là où tu comprends que t'as vraiment pas de famille. T'es là, comme ça, et tout. Et que, mon meilleur ami, William, qui mangeait avec sa famille, prenait,
avec ses parents, tac, il me faisait des Tupperware et il venait jusqu'à là où j'étais alors qu'il habitait à Noisy-le-Grand, je sais pas quoi. Il prenait la voiture, il venait jusqu'à moi, il me disait t'es où? À chaque fois je dormais chez des gens. Hop, il m'apportait ça et je mangeais ce qu'ils avaient mangé en famille avec la bénédiction de sa famille. Mon autre meilleur pote Bruno qui finissait rapidement de manger avec sa famille pour après qu'on aille courir sur les quais de Seine parce qu'il savait que j'étais tout seul et du coup il se prenait la tête. Donc j'ai eu énormément de gens comme ça qui sont venus me donner de la force et du coup je crois que si je fais tout ça, c'est un peu pour payer ma dette en fait, pour payer ma dette à toutes ces personnes et une dette qui est infinie en fait, parce que c'est pas, tu peux pas le monétiser, tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, ce que je fais ne rapporte pas grand-chose quand j'ai une galère à un mois, Bruno, William vont me passer de l'argent, tu vois, faut dire les choses, tu vois, ils vont, hop, 700 balles, tiens, c'est sur des économies qu'eux, ils font, tu vois, parce que ils savent que j'arrive pas à faire des trucs, à aller dans un bureau, m'asseoir, tu vois, et donc en gros, c'est un peu, du coup, je suis obligé de toujours en faire plus pour que eux puissent aussi bénéficier de ce plus, en fait, parce qu'au final, d'un côté, indirectement ils bossent pour moi, tu vois, vu qu'à chaque fois ils viennent me soutenir. Donc ma force je la tire de toutes ces personnes qui m'ont tendu la main depuis que je suis tout petit, parce que j'en ai rencontré plein et puis après je pense que je la tiens aussi du Congo parce que j'ai fait de 1 an à 6 ans à Kin et voilà, là-bas, on est vraiment débrouillard. Et puis, je vivais vraiment dans un quartier Matete. C'est un quartier qui est vraiment un quartier populaire. Donc déjà, le Congo, c'est populaire. Kinshasa, c'est encore plus populaire. Si tu dis Matete, là, t'es dans le populaire, du populaire, du populaire. Donc, tu vois, tu peux pas faire après, je crois. Tu vois, il y a pas. Donc, du coup, là-bas, il y a de l'entraide, mais il y a vraiment cette rage de rester en vie, de vivre, tu vois, et de trouver tous les moyens possibles pour continuer à vivre. Et donc, je crois que j'ai été éduqué et on m'a transmis ça sans le vouloir de mes 1 an à 6 ans. Et du coup, ça s'est ancré dans ma personnalité. Et donc, cette personnalité mêlée à ces individus, qui m'ont toujours donné de la force fait qu'aujourd'hui je fais ce que je fais. Alors, c'est encore Laure Missamou qui demande quels sont les artistes que tu admires. Les artistes que j'admire, il y a Lokwa Kanza, énormément, beaucoup. Il a vraiment bercé ma jeunesse et mon enfance. Euh, il y a Muchimaye, évidemment. C'était mon maître. Un très grand danseur, vraiment. Euh, Après, il y a Tupac, euh, évidemment, beaucoup. Euh, Il y a... euh, hmm, ouais, non, je regardais. J'aime... Ouais, il y a beaucoup Myriam Makeba aussi, euh, qui m'a donné pas mal de force. Euh, et puis ouais, petit, c'était aussi. Puis après, moi, je considère aussi comme des artistes. Il y a Denzel Washington. Il m'a donné beaucoup de force. C'est un artiste. C'est ça. Moi, l'artiste, je le conçois pas comme juste. C'est quelqu'un. Tu vois, il y a plein de. Donc, euh, donc voilà. Ça, c'est ceux vraiment avec qui j'ai grandi en fait. Dans le sens où ils m'ont euh, ils m'ont insufflé vraiment de la force. Et après, en grandissant, j'ai j'ai vraiment appris. Il y en a d'autres qui m'ont donné de la force, mais j'étais grand, donc ça serait tricher que tu vois, je pourrais en sortir d'autres plein, mais là vraiment, je te dis ceux qui ont vraiment sont constitutifs de mon éducation et de ma base première, quoi. Alors, ta veste, elle a du succès.
Alors, c'est encore Raphaël qui demande où est-ce que tu as acheté ta veste. Ah, Enfin, elle est reconnue à sa juste valeur. merci. Alors, déjà, je vais remercier tonton Nono, hein, qui me l'a ramené tout droit de Kin. Quand une fois je l'ai vu, je lui ai dit, mais tonton, ta veste, là, elle est trop bien, donne-la moi, tu sais, comme on dit nous direct. On dit pas, il m'a des petits, Kebanayo, fais attention. Et du coup, j'ai dit, ok. Quelques, quelques semaines après, un jour, je l'appelle, il m'appelle comme ça, il dit, ah, Boléwa, t'es où, tu fais quoi, truc, machin, comme ça. Pas- Chut, je suis là, machin, tel endroit. Ok, bouge pas, j'arrive. Il arrive et il m'a ramené l'ensemble, parce que du coup c'est un ensemble, avec pantalon et haut. Et voilà, et depuis bah, moi je le porte normal, je calcule même pas, c'est les gens qui calculent. Moi, tu sais, c'est comme mon identité de noir ou de congolais, tu vois, j'ai pas besoin de l'afficher, il est moi, quoi. Donc voilà, donc il vient de Kinshasa, Ok. direct. Ok. Alors, tu as une personne du coup qui a fait une remarque qui disait que tu ressemblais à un Antillais justement. On va parler de ça parce que ton père est congolais Mm. et ta mère est martiniquaise. Awa, awa, comme diraient les Antillais. Non, pas du tout. Ma mère Non? est rochelaise. D'ac- C'est marqué en quatrième de Oui, couverture. oui, c'est marqué là. Oui, mais Mais d'accord. ma mère est rochelaise. C'est une Française blanche de la Rochelle. Et le truc, c'est que ma mère a suivi un homme, comme d'hab. Voilà. Euh, et elle est partie. Et il s'avère que cet homme était un Martiniquais. Du coup, D'accord. elle est partie vivre en Martinique et depuis, elle n'a jamais quitté l'île. Mais elle n'est pas martiniquaise. Elle est rochelaise. C'est cette nuance que j'avais mal comprise du coup. D'accord. Mais j'ai des petits frères qui sont, eux, antillais, martiniquais. Voilà, mais c'est du côté de ma mère et c'est avec leur père qui, eux, sont antillais, martiniquais. Mm. Alors, du coup, vu qu'on en parle, tu parles aussi beaucoup de ton enfance, de ta famille. Mm. Comme tu l'as dit, t'as passé 5 ans, t'as passé 5 ans à Matete. T'as fait plein de, t'as fait plein de voyages ici et là. T'as fait plusieurs allers-retours entre Matete et Paris, entre Paris et Saint-Denis, comment tu l'as vécu du coup tout ça? Les Boléwa, viens, on s'en va. Comme tu le dis dans ton livre. Bah, tu sais, on a cette éducation où le père, c'est le Dieu tout-puissant, quoi. Tu vois. Et quand il dit A, tu dis A. Ou même, tu parles même pas. Quand il dit A, men. Ça. Et du coup, moi, je suivais mon père, quoi. Déjà, quand il est arrivé on m'a pas demandé mon avis quand j'ai quitté le Congo, tu vois. Moi, je vivais mieux au Congo que quand je suis venu ici. Oui, d'ailleurs, dans ton livre, tu dis que c'était les meilleures années de toute ta vie. Ah bah ouais, j'avais une maman, j'avais deux mamans, j'avais ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. J'étais le prince du terrain de foot, tout le monde me connaissait, jusqu'à encore là, quand je suis parti à Kin, 20 ans plus tard, je suis arrivé et à un moment, je dis ouais, est-ce que vous savez où était la maison des Lotangue? Il y a un gars, il me regarde, il me dit Bolewa? Oh! 20 ans plus tard, un petit quartier comme ça. Il me dit, mais non, notre fils, oh, Bolewa est revenu, Bolewa est revenu. Et ils ont appelé et tout, hop, ils sont posés, les gens sont sortis des maisons, des mamans, des mamies. J'étais là, mais c'est grave. Et moi, je savais même plus où, tu vois. Oh, mais petit, voilà, ils se posent et tout, ils claquent, chut, ils prennent un petit, oh,
Va chercher à boire. Tu veux quoi, Boléwa? Quelle bière? Primus? Ah non, je bois du sucré. Yo, t'es devenu un adulte, non? Du sucré. Je bois pas d'alcool. Ils m'ont traumatisé. Ils disent trop la bière. Du coup, tout le monde s'est posé et on a commencé à et du coup je leur ai parlé de ce que je faisais et tout, et il y avait au moins une dizaine de personnes qui étaient venues et qui se souvenaient de moi, alors que 20 ans il y avait des gens qui avaient fait tu vois, 20 ans il y a plein de gens qui sont passés par là et ils se souvenaient de moi, donc je les avais marqués quoi. Tu vois, mais ouais, j'étais petit mais en fait du coup, j'étais métisse, j'avais la peau beaucoup plus claire que la moyenne. Avec le temps, ça a foncé, Dieu merci. Euh, mais j'avais la peau plus claire que la moyenne, les cheveux beaucoup plus bouclés que la moyenne. Et donc, et j'étais le bâtard, quoi. Tu vois, et tout le monde savait que mes parents, tu sais, tout se sait, que mes parents venaient que ma mère était une blanche, que mon père était là, le fils là, et qu'ils étaient en France, et voilà. Donc, il y avait ce truc, ce prestige d'avoir des parents en France ou français. Donc, je bénéficiais de ça, plus le fait que mes grands-parents avaient été des personnes très respectées de la communauté. Donc même s'ils avaient plus d'argent et tout, ils avaient encore un petit prestige social. Euh, du coup, voilà, j'étais entouré, j'étais aimé, j'étais regardé, j'étais surveillé. Donc quand je suis arrivé ici, tout s'est perdu quoi. Il y avait plus de, il y avait, bah ça change, tu vois, comme on dit, boléwa, chut, boléwa, chut. Donc à chaque fois, tu multiplies tellement les mouvements qu'il y a plus personne qui te gère, qui fait attention à toi. Euh, T'es dans un environnement hostile, il fait froid, t'es une minorité, alors que toi on te dit que ta mère c'est une blanche, tu l'as jamais vue, tu t'appelles Sabourin, ça vient de La Rochelle, tu veux défendre ça, tu vois, donc ça tout de suite tout devient hyper difficile en fait. Donc ouais, vraiment ça a été une période assez compliquée à gérer, mais moi je faisais pas trop attention, tu sais, je vivais ma vie de gamin, hein, je suivais le chemin dicté par le père quoi. J'avais pas mon mot à dire. Donc je me suis rebellé vers l'âge de 16 ans. 17 ans même. Et du coup, même là, tu racontais que, en fait, tu passais d'un coin de Paris à un autre coin différent. euh, Enfin, toujours à cause de ton père, du coup, Qui me qui, trimballait. qui- quoi. Qui me trimballait. Ah, oui. Euh, et qui avait de nouvelles compagnes et qui, à chaque fois, allait vivre du coup chez les compagnes en question. Euh, C'est de la violence en fait. C'est une violence non verbale. Et tu ressens que t'es pas chez toi en fait. Quand t'arrives chez une belle-mère qui a là ses enfants, que ses enfants ils te regardent comme ça, tu vois, c'est des babtous. Toi t'es un blanc, t'es un noir, mais avec d'origine blanche aussi, tu vois. Laisse tomber, ça devient tout de suite, tu vois, tu sens l'hostilité. Tu changes de lieu. La belle-mère, pour peu que elle, tout ce qu'elle veut, c'est ton père. Tu vois, elle te fait une petite place comme une m'avait fait avec son chien et voilà. Et puis voilà, elle calcule pas que mes affaires sont sales, que j'ai pas lavé mes affaires depuis je sais pas combien de temps, qu'il y a rien à manger quand je rentre ou qu'est-ce que je vais manger le soir. Ces enfants, ils sont grands, ils ont leur argent. Tu vois, il y a plein de moments comme ça et au final c'est relou parce que du coup moi je parlais pas, moi je faisais qu'encaisser. Donc oui, ça m'a marqué parce que c'est des moments c'est ces moments-là qui m'ont marqué en fait. Euh, et euh, et donc j'avais pas de lieu de vie. J'ai vraiment eu un premier lieu de vie. J'ai eu 21 ans et ça s'est parti en eau de boudin parce que j'avais pas de quoi le payer. Et là j'ai vraiment eu un lieu de vie après Jeudi Noir et ça fait 9 ans que je suis dans le même lieu. Mais avant ça.
Avant ça, j'avais pas de lieu de vie. Donc c'est l'instabilité en fait. Tu vois, dans la pyramide de Maslow, tu as besoin de sécurité. Tu vois, t'as besoin de manger, d'un toit et d'une sécurité émotionnelle des parents. Moi, je mangeais quand eux mangeaient ou quand ils étaient là ou quand quelqu'un ou quand ma grande sœur qui avait quitté là venait me faisait à manger et repartait. Donc elle, c'était une galère pour elle parce que c'était une ado et il fallait qu'elle y pense. Euh, on changeait tout le temps de lieu de vie, donc au final, il n'y avait pas la sécurité, tu vois, d'une année à l'autre, je savais pas si, tu vois, je le calculais pas, mais d'une année à l'autre, je changeais de lieu de vie, donc il faut se réadapter à un nouvel environnement. Et vu que c'est des environnements qui sont toujours hyper disparates entre, tu vois, entre le 5e arrondissement et Saint-Denis, tu vois, quand tu le fais en RER, tu vois, c'est pas pareil. De l'autre côté, et puis après, la sécurité émotionnelle, moi mon père il apparaissait que quand je faisais des conneries, tu vois. Donc quand je faisais des conneries, allez, la ceinture, la chicotte, comme on aime dire, Fimbu, tu vois. Et, et, et en plus, je pense que ça, c'est des restes de l'ère coloniale, tu vois, où les colons nous ont tabassés avec ça, et du coup, cette violence, elle a été retranscrite sur cette violence que les hommes ont vécue, l'ont retranscrit sur leurs enfants, qui eux-mêmes l'ont retranscrit après, tu vois. Et c'est devenu, du coup, aujourd'hui, on en rigole, mais c'était ça, tu vois. Il prenait sa ceinture, s'il avait pas sa ceinture, il prenait la tienne. Si tu caches la tienne, bah c'est ses mains, tu vois. Donc il n'y avait pas de sécurité émotionnelle et donc moi, inconsciemment, ce que je faisais, c'est que je provoquais les galères pour qu'il apparaisse. Donc j'allais jouer au foot jusqu'à minuit, j'avais 8 ans, et je rentrais à minuit, la belle-mère, elle pétait un plomb, je la rendais ouf, et, ah ouais, pétait un plomb, du coup elle l'appelait, lui il débarquait, il me réveillait en pleine nuit, il me sortait du lit, il me déchirait, et après, il disait, ouais, mais c'est pour ton bien que je fais ça, nanana. Il était bourré aussi. Et voilà, et il repartait, tu vois. Et il repartait jusqu'à la prochaine connerie. Donc, du coup, t'as besoin de... Du coup, ouais, c'est pour ça que c'était compliqué, en fait. C'était compliqué, contrairement au Congo, où ouais, je faisais des conneries, mais j'avais une maman, quoi. J'avais deux mamans, tu vois. Une sévère, une gentille, tu vois. Une good cop, une bad cop. Donc c'est sûr que ça m'a marqué tous ces mouvements, ces déplacements, parce que c'était cette instabilité, elle est difficile ensuite après à gérer. On se rend, tu vois, les gens, mais faut arriver à la maîtriser après derrière. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a plein de choses où je suis complètement instable, parce que il y a ces restes, et tu vois, parce que c'est toute ton enfance. Donc quand t'es construit comme ça. Du coup, je reste pas en place. Et du coup, ces années avec ton père t'ont donné l'envie du coup de reprendre le contact avec ta mère. Donc peu à peu, tu commences à la chercher un peu, puis tu trouves son contact, puis vous vous appelez et comment ça se passe à ce moment-là? Bah en fait, moi mon père, tu vois, bon, c'était un relou, il était dur, mais il avait ses galères, tu vois, de migrants sans papier, tu vois, d'un côté, qui était quand même sans porte-parole des sans-papiers. Il vivait dans des paradoxes de fou en fait, tu vois. Et il vivait dans des paradoxes de fou qui faisaient que tout n'était pas rose pour lui, tu vois. Euh, et euh, et du coup, il faisait du mieux qu'il pouvait avec moi, comme là où il m'a envoyé. En même temps, j'étais son seul fils. Tu vois, il avait une fille d'abord, après il en a eu une autre, mais j'étais son seul fils. Et donc, son fils, c'est son héritier, tu vois. Et donc il avait ses galères de vivre en France, une mentalité congolaise, plein de choses, de vouloir rester danseur alors que tu gagnes rien, mais t'as un fils. Hop, donc comment tu le nourris? Bah tu le nourris en le mettant chez tes copines, tout ça, et en même temps, tu vois, t'es pas. Donc il voulait pas être éboueur
comme moi j'aurais voulu qu'il soit, tu vois. Il avait trop cette fierté. En plus, il était fils d'un diplomate à la base avant qu'il soit déchu. Donc il avait une grande fierté, une grande estime de lui-même. Donc être artiste libre, ça lui allait. Mais sauf que artiste libre congolais, frère, tu sais, qui va te calculer, tu vois. Tu vois, donc voilà, c'est pour ça même les darons, moi j'entendais les darons de mes potes, ils disaient hey, va à l'école, il y a pas de artiste machin. Tu sais quand il y a une vidéo là, il dit hey, papa, j'ai fait un son, je vais arrêter, je vais faire le rap. Tu dis quoi? Quel rap? Quel rap? Arrête tes conneries. Je vais tu rigoles. Justement, en plus c'est marrant parce qu'on en parlait la semaine dernière avec Mariana Benengue, qui est aussi une danseuse, et elle disait que bah pareil, au début ses parents étaient pas trop chauds parce qu'en plus bon bah on a cette mentalité là, ce mythe de la méritocratie où voilà, enfin déjà que c'est dur pour nous, on doit bosser un milliard de fois plus que les autres, puis on doit devenir médecin, avocat. Donc... Non, c'est vrai, c'est complètement vrai. Et même mon père, hein, pour lui, je faisais de la danse, mais c'était accessoire. Lui, il voulait il disait que j'étais bon, qu'il fallait que tu vois. Donc c'était vraiment accessoire. Après, euh, c'est, bref, en tout cas, il avait pas trop, pas trop, il comprenait le système sans vraiment bien le comprendre, tu vois. Et il avait une de ses élèves de danse qui allait en vacances en Charente-Maritime, donc 17, donc près de La Rochelle. Et du coup, moi, il m'envoyait avec elle, qui avait un enfant qui avait mon âge, et on allait à La Rochelle. Et quand j'arrivais à La Rochelle, eh ben, quand on arrive, c'était pas à La Rochelle exactement, c'était à Fouras, celui qui a donné le village qui a donné le nom du père Fouras. Donc c'était juste là. Et quand on arrivait là-bas, moi je prenais le bottin. Donc à l'époque il y avait les pages blanches, hein, pour les anciens. Euh, et, euh, et donc moi je prenais, hop, sabourin. Il y avait 2 pages de sabourin parce que c'était un nom de la Charente-Maritime. Et 2 pages, il faut vous souvenir, le bottin c'était écrit Ouais. rikiki quoi, tu vois. Même pour voir le numéro là, c'était. Et donc du coup, ben moi, je me faisais le bottin. J'appelais, j'appelais. Et un jour, en fait, ça lui est arrivé, et ça pendant 2 ou 3 ans. Et un jour, ça lui est arrivé aux oreilles. Et elle a su, du coup, elle m'a retrouvé. Et et puis, donc j'avais à l'époque de 9 à 11 ans, 3 ans plus tard. Et, euh, et puis elle m'a proposé de venir en vacances une première fois. Et j'y suis allé. Et quand je suis arrivé, c'est l'aéroport Aimé Césaire à Fort-de-France. Quand je suis arrivé, j'ai tourné la tête et la première personne que j'ai vue, j'ai regardé dans les yeux, c'était elle. Et j'ai tout de suite su que c'était elle. Vraiment. C'était comme si, pourtant, on s'était séparés 10 ans auparavant, quoi. Et j'ai fait tchac, boum, nos yeux se sont vraiment. Et après, j'ai continué à marcher. Et on se regardait, on se regardait, on se regardait, on se regardait. Je suis descendu, machin. Et on se dit bonjour, on savait même pas quoi se dire tellement t'es là, en train de, tu vois. Moi, je savais pas comment l'appeler. J'avais jamais appelé quelqu'un maman. Je savais même pas comment tu prononçais ce mot, tu vois. Je l'entendais, mais ça m'était étranger, tu vois. Donc j'étais là et finalement j'ai fait des vacances avec. Alors là, je suis arrivé, j'ai découvert que j'avais 3 petits frères, que j'étais l'aîné, qu'elle avait eu d'autres enfants euh, avec d'autres hommes, souvent différents, comme mon père. Et du coup, bref, ça a été magique, ces retrouvailles. Et puis après, je suis retourné donc en métropole, à Paris, et à l'été, j'ai décidé de partir vivre avec elle et mon petit frère. Et voilà. Donc je suis allé vivre du coup 1 an en Martinique. Et Le reste est dans le livre. Non, je ouais, rigole. exactement. Et donc du coup,
on va essayer de clôturer parce que malheureusement l'heure tourne. D'ailleurs, du coup, tu as eu des périodes compliquées aussi avec ta mère. Et d'ailleurs, en fait, tu lui dédies les derniers mots de ton livre. Je vais le lire, du coup, je peux. Ok. Non. Alors, je crois que je vais enfin pouvoir m'aimer, aimer et être aimé véritablement. Je ne veux plus qu'on sauve mon âme, je n'ai plus besoin de rechercher la mer dans les yeux des femmes pour lesquelles je tombe. Je suis libérée, maman, et enfin prêt à m'enivrer de l'amour d'un être qui sera ma moitié, qui me complétera pour le meilleur et pour le pire. Merci, maman. Alors, du coup, dans ce passage, j'ai cru comprendre que tu disais que justement l'histoire avec ta mère influait beaucoup sur le rapport que tu avais dans tes relations à toi. En fait, du coup, j'ai retrouvé ma mère. Ça faisait 10 ans qu'on s'était pas vu, Ouais. et je l'ai retrouvée en avril 2018, là, il y a quelques mois. Donc ces mots datent d'il y a quelques mois. Ils ont été mis là. À la base, le livre devait finir un chapitre plus tôt. Et en fait, ça, c'est un post Facebook, comme beaucoup, en fait, dedans. Il y a plein de posts que j'avais fait comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire, en fait. C'est en faisant des posts sur Facebook. Et ça a eu un tel succès que mon éditrice a dit Boléwa, il faut le mettre dans le livre. Et donc, on a là travaillé pour reprendre un peu la forme du poste, et on a échangé sur des détails, et puis voilà, on l'a mis comme finale. Et et ce et du coup mais du coup c'était vraiment écrit en fait comme plein de comme plein de moments dedans, hein. C'est des trucs qui me venaient comme ça, en fait, par rapport à ce que je ressentais. Et en fait, quand j'ai retrouvé ma mère, et quand on a vraiment fait la paix, et ben, j'ai ressenti de la libération, en fait, en moi. Et sur plein de domaines, vraiment. J'ai ressenti de la libération, et notamment sur un sujet dont on parle très peu, parce que même moi je suis pudique, on en parle très peu dedans, même si je m'exprime beaucoup, mais sur la question de la relation avec les autres femmes, de la relation amoureuse. Du fait de ne pas avoir eu de mère, ou d'avoir eu un père qui, lui, enchaînait les femmes, et du coup un modèle que tu le veuilles ou non, tu l'intériorises, tu le bouffes, en fait, tu vois. Et tu éponges et ça, plus du coup cette absence de mère faisait que j'attirais beaucoup de femmes qui étaient superbes, mais c'était, comme on dit dans le jargon, j'ai appris après plus tard, des infirmières, tu vois, qui venaient, entre guillemets, apaiser mon âme, en fait. Et moi-même, c'est moi qui les attirais, hein. C'était pas elles. Elles ont ce côté de vouloir être gentilles, aimantes avec la personne qu'elles rencontrent. Mais moi, j'étais tellement un être brisé que du coup, il y avait ce truc où elle taffait pour moi, tu vois. Émotionnellement, elle taffait pour moi. C'est-à-dire qu'elle venait vraiment, et il fallait me porter, parce que je passais ma vie à porter le reste du monde à l'extérieur. Et quand je rentrais, et quand j'étais en intimité, j'étais une loque, j'étais un dépressif, j'étais quelqu'un qui souffrait, en fait. J'étais en très grande souffrance. Et du coup, et donc elle, il fallait qu'elle comprenne mes colères, les injustices, mon manque de culture féminine, on va dire, manque d'éducation, tout ça. Il fallait qu'elle le comprenne, et qu'elle soit bienveillante, même surbienveillante, tu vois, avec l'être en souffrance qu'elles avaient à côté. Contrairement à elles, qui souvent, en plus, avaient eu des parcours plutôt tranquilles, plus conventionnels, plus lisses, tu vois. Et donc, il y avait toujours, et puis même elle, du coup, tu vois, c'était elle qui avait eu un parcours plus lisse.
avec ce déchiqueté de la vie, tu vois. Voilà. Les- et ça, c'est juste pas, entre guillemets, c'est pas viable, pour moi en tout cas, hein. Après, peut-être pour d'autres, mais pour moi, c'était pas viable au long cours et sur le long terme. Parce que du coup, une fois que je serais, entre guillemets, apaisé, bah, elle m'ennuierait, tu vois. Elle m'ennuierait. Je serais ennuyé d'elle. Qui voudrait toujours me pouponner, me machin et trucs. Donc, du coup, j'ai, j'ai vraiment ressenti une libération quand j'ai fait la paix avec ma mère et que en fait, j'avais, j'avais pas besoin d'infirmière. J'avais besoin d'une moitié, d'un complément. Parce que, en fait, j'ai développé beaucoup de compétences et de skills en étant tout seul. Je suis hyper débrouillard. La vaisselle, ça me fait pas peur. Tu vois, nettoyer la salle de bain, ça me fait pas peur. Tu vois, je sais me faire à manger. Il y a rien. Je gère mon foyer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois. Euh, du coup, toutes ces années à vivre tout seul, parce que moi je suis parti de chez ma dernière belle-mère, j'avais 18 ans, tu vois, j'ai 33 ans maintenant. Bon, j'ai pas fait que manger du riz ou tu vois ou des pâtes. Il faut passer des gaps, tu vois. Donc du coup, je sais me gérer. J'ai pas, au fond aujourd'hui, j'ai pas besoin de quelqu'un parce qu'en fait, je suis en paix. Je suis en paix avec moi-même. Ce que j'ai besoin, c'est d'une plus-value, d'un complément, de quelqu'un qui vient m'upgrader, quoi, tu vois, qui va me permettre de passer un cap parce que elle-même, on est, tu vois, on est en face to face et pas, et pas, elle est là en train, je suis son petit bébé, tu vois, je te protège, te truc, machin, tu vois. Et moi-même, dans l'autre sens, je suis pas là pour être là, je suis le big boss qui protège, machin, non. Donc il faut qu'il y ait un rapport vraiment complémentaire. J'aime pas le terme égalité parce que ça n'existe pas, mais complémentaire, tu vois, dans nos rapports. Moi, je suis bon sur ça, toi, t'es bonne là-dessus, et hop. Et ça, franchement, je l'ai vraiment ressenti. Et à partir du moment où je me suis libéré de ça, je te jure, il y a plein de choses qui ont fou et tout était plus calme. Mais ouais, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais nos vies sont beaucoup basées sur nos relations avec autrui et surtout avec ceux qu'on considérerait être des gens avec qui on va faire un bout de chemin. Donc, et ça, c'est beaucoup basé. Nos relations amoureuses, toutes nos sociétés, elles sont basées là-dessus. Donc, du coup, ça libère beaucoup d'espace dans sa tête. Tu vois, d'un coup, je respire. Tu vois, et à partir du moment où du coup tu respires, et ben, je sais pas, tu te sens mieux. D'un côté, les meufs, elles ont pas l'impression que t'es un dalleux, et de l'autre côté, elles ont pas l'impression que t'es en souffrance, tu vois. Donc tout le monde, tu vois, t'attire moins. Du coup, tu vois, les gens qui viennent comme ça. Et du coup, tu repousses les gens qui veulent, qui se disent ah il est en souffrance, et tu repousses ceux qui ils diraient bon c'est un dalleux mais je vais m'amuser avec lui quand même, tu vois. Donc t'es à l'aise, t'es à l'aise. Et à partir du moment où t'es à l'aise, tu peux rencontrer quelqu'un qui est à l'aise, tu vois. Mais si t'es trop en souffrance, tu vas rencontrer quelqu'un qui va venir combler cette souffrance. Du coup, ça va devenir, tu deviens addict à cette personne. Non, tu vois, c'est unilatéral, c'est pas sain, tu vois. Et si t'es en mode dalleux comme ça, tu vois, soit tu vas trouver une meuf qui est un peu victime, soit tu vas trouver une meuf qui va juste vouloir s'amuser, mais du coup, tu vas pas faire un bout de chemin, tu vas pas comprendre pourquoi elle reste pas, tu vois. Euh, voilà, donc. Et ça, c'est important dans nos vies. Donc, moi, ayant eu cet écart entre les parents, ça fait partie de mon rêve de construire un foyer avec hétéronormé, parce que c'est ce que je suis, tu vois, où il y a une femme et moi, et on travaille ensemble pour reconstruire nos vies, tu vois. Et il fallait que je fasse la paix avec ma mère
pour un jour pouvoir prétendre à ça. Et aussi, il fallait que je fasse la paix avec mon père pour aussi prétendre à ça. Donc, je l'ai pas écrit, mais peu de temps après, j'ai appelé mon père. Ça faisait 10 ans qu'on s'était pas eu au téléphone. Il est un peu fâché après tout ce que j'ai écrit, mais au fond, il sait que je l'aime et c'est pas grave. C'est la vie. C'est comme ça. On s'aime et même dans la douleur. D'accord. Ah, il a été fâché par certains écrits du livre. Il a pas trop kiffé. Ah bah il y a des choses qu'on raconte pas, tu vois. Il y a des choses qu'on veut pas raconter. Il y a des choses dans lesquelles lui il est pas arrivé aussi. Il est pas, tu vois. Donc c'est normal. Il a lui sa vision de comment ça s'est passé et moi j'ai ma vision la mienne, donc c'est pour ça que je dis que ce livre c'est ma vérité, tu vois. C'est pas la sienne et donc forcément il est pas ok et pas d'accord avec et il y a des choses qu'il voulait pas qu'on mette en avant, tu vois. C'est une intimité, c'est aussi son intimité, sauf que malheureusement je l'ai subi et je l'ai vécu et voilà. Donc et c'est ça, et c'est aussi son, ça c'est son rapport aux femmes qui m'a poussé aujourd'hui à avoir ce rapport aux femmes aussi. Donc, ce livre, il a été écrit pour me donner de la visibilité, pour pouvoir ensuite présenter ce que je fais, c'est-à-dire recréation Bailoba. Donc, du coup, en fait, ça montre comment, voilà, comment ce rapport à la jante féminine qu'il a eu a influencé mon rapport à moi, à la jante féminine que j'ai aujourd'hui. Bah écoute, merci beaucoup Boléwa. Ça nous a fait très plaisir de te Merci, recevoir Esther. ici. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Alors du coup, bah on se retrouve la semaine prochaine avec Stella Tenderbeogo, avec qui on parlera de ce... Qu'est-ce que tu fais? Je montre le RDC pour les jaloux. Euh, T'as vu, tu cherches, les gens ils se non, calment, non, toi non, tu veux non, non, continuer non. à les Non, provoquer. non, 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 non. Parce qu'après, on sera plus à l'antenne et du coup, ils vont commencer à s'exciter. Donc, du coup, je le montre bien avant et pendant qu'ils peuvent pas parler. Aïe. Alors en antenne, ça va se fight. Bon bah nous on se dit à la semaine prochaine. Ciao.